Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de cette première semaine du Giro. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé, sur les points importants à retenir de cette première semaine du Giro, le classement général, les sprinteurs. Bien entendu, on parlera également des Bleus et des Français. Donc on parlera un petit peu de tout ce qui s'est passé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu sur cette première semaine de compétition. Et puis, quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et je remercie les gens qui soutiennent la chaîne en cliquant rapidement sur les différentes notifications, parce que ça permet d'améliorer la visibilité de la chaîne au niveau de l'algorithme YouTube. Et puis, je remercie également les gens qui font un super thanks quand ils en ont bien entendu les moyens. Et ça c'est très important, ne faites pas des super thanks si vous n'en avez pas les moyens, vous mettez pas dans le rouge pour moi, mais voilà, ça permet d'aider également la chaîne. Bon, on commence tout de suite avec cette vidéo. Alors déjà, je voudrais vous remercier parce que vous avez quand même été nombreux à voir les dernières vidéos, alors que je me disais que j'avais quand même un doute, vu que les mises en ligne ont été tardives. Alors hier, c'était pas à cause de l'internet, parce que j'ai vu, il y avait du monde à la maison, ce qui fait que j'ai pas pu enregistrer tout de suite. J'ai enregistré assez tard, le temps de manger, le temps de tout faire. Voilà, la vidéo a été mise en ligne vers 21h45, même si la connexion internet n'était pas fantastique, elle était potable. C'est vrai que sur les 2 jours précédents, vendredi et samedi, la connexion internet était pas loin d'être catastrophique. Alors vous savez que j'ai pas... Alors, faut que je revienne un petit peu sur la connexion internet. Il faut savoir que jusqu'à il y a encore une semaine, je n'avais pas d'internet depuis le 26 juin. L'internet a été remis. Bah, attendez, j'ai un internet ADSL, hein, j'ai pas la fibre. Donc j'ai un ADSL de merde. C'est-à-dire que avant ce fameux 26 juin, où déjà la ligne avait sauté à plusieurs reprises auparavant, hein, j'avais 2 mégabits descendants pour 0,5, 0,6 méga, enfin 0,6, 0,7 plutôt mégabits montant. C'est de la DSL, de toute manière, ça ne peut pas aller au-delà de 1 mégabit. Ce qui était déjà pas fou en termes de connexion. Certes, ils ont remis l'internet, mais on est à 1,4 mégabits. Donc c'est vraiment fantastique. Et encore, moi j'ai du cul. Sur le hameau, moi j'ai de l'internet, il y a des gens du hameau qui n'ont pas d'internet, alors qu'on est sur le même réseau, donc de manière assez extraordinaire. Parce qu'il faut savoir que ma commune a de la fibre, mais pas tous les hameaux. Ils ont fait un petit peu au pif-pif du côté de Berry Numérique, donc c'est un petit peu la catastrophe. Alors normalement, je devrais avoir la fibre 2e trimestre 2024. Le problème, c'est qu'on est déjà à la moitié du 2e trimestre et que je vois pas beaucoup de gens travailler ou poser des trucs, donc je suis pas vraiment convaincu qu'il y ait de la fibre d'ici le 2e trimestre. Donc ce qui fait que je fais tout en connexion 4G. Mais ce week-end, la borne 4G ne devait pas être très performante, en sachant que pour capter la borne 4G, il n'y a que de mon bureau qu'on capte très bien la 4G, et il faut que je sois bras tendu. Et voilà, donc j'ai dû faire, par exemple, samedi, pour tout vous dire, 40 minutes à tenir mon téléphone bras tendu en l'air pour capter la 4G, pour uploader la vidéo à 21h30, je crois que c'était. Donc voilà, c'est quand même fantastique. On est en 2024, on dirait pas des fois. Donc ce qui fait que je vous remercie parce que vous avez été quand même nombreux à voir ces vidéos-là, alors que je m'attendais à ce qu'elles soient peut-être moins vues du fait que l'horaire de départ était assez tardif. Bon, bilan de cette première semaine, on va faire tout de suite un point sur les différents sondages. On est dans l'onglet communauté pour faire un petit point sur les sondages de cette première semaine de compétition, surtout voir les sondages qui vont avoir des répercussions sur le long terme. Alors la première question qui va avoir des répercussions sur le long terme que je vous avais posée hier pour l'étape de Naples, Alberto Dainese peut-il gagner un sprint dans cette édition du Giro? Oui, à 33%, non à 67%. Il y a quand même pas mal de noms pour quelqu'un qui a quand même remporté des sprints sur les 2 derniers grands tours, les 3 derniers grands tours même auxquels il a participé, les 2 Giro plus la Vuelta. Je crois qu'il n'avait pas fait la Vuelta
en 2022. Donc c'est plutôt pas mal. Alors le coût du kilomètre est-il possible pour l'étape de Naples? C'était oui à 58%, non à 42%. Geraint Thomas va-t-il rester sur le podium du Giro 2024? Là, vous êtes c'est assez serré pour le moment, avec 51% de oui, 49% de non. Donc on voit que il y a des fans de Geraint Thomas, mais qui sont que très légèrement majoritaires. Mais c'est vrai que Geraint Thomas, il y a ce côté, on sait qu'il souvent il sait très bien se préparer sur ses gros objectifs. Après, je pense que certains sont refroidis également par sa fin de Giro 2023 qui avait pas été exceptionnelle, ce qui pourrait peut-être être compliqué à gérer aussi encore pour Geraint Thomas, parce qu'il n'est plus si jeune que ça, Geraint Thomas. Et on redescend. Avec d'autres... Ah oui, avec cette question, Jonathan Milan peut-il remporter son deuxième maillot cyclamen? Oui, à 89% désormais, non à 11%. Donc vous voyez vraiment, vraiment un grand nombre de oui. Et puis il y avait une question, c'était Lilian Calmejane peut-il remporter le maillot bleu? Là on a oui à 25%, non à 75%. On fera peut-être encore un point du côté de la deuxième semaine, du côté de ces sondages. On va parler de différents points dans cette vidéo et je commence par la sécurité sur ce début d'épreuve. On a eu quand même des petits soucis, notamment l'étape avec l'arrivée à Andorra du côté du Cap Mélé. C'est vrai que c'est arrivé en descente, après une descente avec un sprint. Moi, ça m'a pas forcément gêné, la descente. Le problème, c'est la sécurisation du parcours. Je dis toujours, on peut parfois faire des choses un peu techniques, un peu difficiles, mais il faut que ça soit bien fait au niveau sécurité du bord de parcours. Là, c'est quand même dingue, c'est qu'on décide donc de faire cette descente-là, donc on décide que le sprint sera 800 mètres après la fin de la descente, ce qui était à peu près ça, donc on sait que le sprint va arriver très très vite. Il n'y a pas de protection supplémentaire au niveau des barrières, par exemple. C'est-à-dire qu'on a des barrières classiques comme un sprint qu'on prendrait 5 à 10 km/h moins vite. C'est vrai que c'est là où je pense qu'on doit aussi avoir une réflexion au niveau de la sécurité. C'est sur les équipements, sur le bord des routes, sur les barrières par exemple. Est-ce qu'on n'a pas... Aujourd'hui, les barrières, c'est des barrières en dur. Est-ce qu'on n'a pas des systèmes différents qui pourraient être mis en place pour... je sais pas, avoir des barrières airbag, avoir des systèmes qui permettent d'éviter déjà d'amortir, on va dire, les chocs un petit peu. On parle d'airbag, par exemple, du côté des coureurs. Est-ce que sur certaines étapes, ça serait pas intéressant de les avoir quand on sait que les vitesses vont pouvoir être importantes et surtout que les chutes vont pouvoir être dangereuses? Donc ça, c'est vraiment une question qu'on peut se poser parce que sur cette étape-là, le problème, en fait, c'est pas qu'il y ait une arrivée 800 mètres après la descente. Le problème, c'est qu'il y a une arrivée après 800 mètres après la descente et qu'il n'y a pas plus de sécurité que sur une arrivée classique. Or, dans ce genre de cas, on devrait augmenter le niveau de sécurité. Donc, c'est là où est pour moi le principal problème. C'est-à-dire qu'actuellement, avec la sécurité qu'on met en place dans ce type d'arrivée-là, oui, on ne peut pas faire d'arrivée 800 mètres après une descente. Ce qui est terrible de se dire là, parce que la sécurité n'est pas suffisamment bonne. Ce qui m'a gêné sur cette première semaine de Giro au niveau de la sécurité, c'est les voitures mal garées. On en a eu des dizaines. Alors sur l'étape d'Andorra, c'était très très présent, mais on a beaucoup de voitures mal garées, et ça pour moi c'est un problème. C'est un problème parce que je pense qu'il faudrait avoir la capacité du côté du CI d'obliger les organisateurs à virer les voitures au moins sur les 15 derniers kilomètres. Au moins sur les 15-20 derniers kilomètres. En cas de sprint, on sait que c'est des moments qui peuvent être dangereux. On est sur une course World Tour. C'est-à-dire, normalement, ce qu'on voit là, c'est le top du côté du cyclisme. Doit être également le top du top en termes de sécurité. C'est pas le cas. Donc pour moi, il y a un problème, et c'est vrai que ces voitures mal garées, on en a vu notamment sur l'étape d'Andorra où c'était assez présent avant le Cap Mélé, mais sur pas mal d'étapes où on a des voitures qui sont mal garées
pas indiqué par les organisateurs, il n'y a pas de signaleur devant ces voitures, il y a une sorte de petite banderole, mais qui est tellement petite que je suis sûr qu'elle n'est pas visible. Donc ça, pour moi, c'est un problème. Autre problème aussi, le manque de signalisation dans plusieurs intersections, notamment l'accident qui a coûté l'abandon de Riley Pickrell, où pour moi, il y a un vrai problème de signalisation et un vrai problème d'organisation à ce moment-là, du côté de Riley Pickrell, parce que ce panneau était très mal placé et donc il aurait fallu avoir des indications sonores, un signaleur à cet endroit-là peut-être aussi, mais au moins une indication sonore. Il aurait peut-être fallu également mettre des ballots de paille, ce qu'on ne voit pas depuis le début de course, mettre des ballots de paille pour éviter que les coureurs aillent dans cette zone-là et s'écartent de la route suffisamment tôt pour que les coureurs à l'arrière du peloton puissent s'apercevoir qu'il y avait un panneau, parce que c'est passé pour les 20 premiers coureurs du peloton. Par contre, derrière, ça a été beaucoup plus difficile. Donc ça, c'est vrai que c'est dommage, encore une fois, ces problèmes d'organisation du côté du Giro. Je pense aussi aux problèmes de signalement sur l'étape d'Estrade Bianche, et qu'on a failli perdre Pelayo Sanchez et Julien Alaphilippe sur une erreur du signaleur qui faisait un petit peu n'importe quoi avec son drapeau. On aurait dit les mecs là, sur les porte-avions là, pour amarrer les avions de guerre. C'était un petit peu pareil, c'était quand même un sacré bordel. Donc là aussi, on aurait pu faire bien mieux du côté de l'organisation. Donc il y a un vrai travail. Ça allait un peu mieux, vous savez, je vous disais, ces dernières années. Et là, on est retombé un petit peu dans les travers du Giro avec pas mal de soucis d'organisation. Et je trouve également en termes de sécurité, c'est l'état des routes. On a vu notamment la chute de Christophe Laporte où la route n'est pas dans un bel état. J'ai vu des images du Stelvio. Aujourd'hui, le problème, ça va peut-être pas être la neige du côté du Stelvio, mais l'état de la route, il y a des fissures de 3 mètres de large. Ah, mais vraiment, il y a des fissures comme as sur la route. Je ne sais pas si vous avez vu des images sur Twitter. C'est affolant, la situation du côté du Stelvio. Également, des soucis du côté de Naples, où il y avait pas mal de trous sur la route. Ce que disait Geraint Thomas, c'était déjà le cas l'année dernière. Si les routes à Naples ne sont pas entretenues, il ne faut plus aller à Naples. Sauf que ça fait 3 ans d'affilée qu'on va à Naples. Et les 2 dernières années, il y a eu des problèmes au niveau des trous sur la route. C'est pas du ressort du Giro de refaire les routes, ça c'est du ressort du gouvernement italien. Par contre, c'est du ressort du Giro de dire, bah si à Naples on ne peut plus rouler en sécurité, eh bien on ne va plus à Naples. Même si Naples donne, je sais pas, 200 000 euros par an pour accueillir une étape, on ne va plus à Naples. Voilà. Et à un moment, il faut que les organisateurs aussi s'occupent, pas seulement de l'argent, mais également de la sécurité des coureurs. Donc là, je trouve qu'à plusieurs endroits, on a eu des soucis du côté de l'état de la route. C'est vrai que du côté du Stelvio, on peut quand même se poser des questions si on va pouvoir y aller. Et ça, c'est le gros problème du Giro aussi. C'est son emplacement dans le calendrier qui fait que le Stelvio, par exemple, on est inquiet pour la neige. Mais encore une fois, on arrive fin mai, on peut avoir encore pas mal de neige sur les hauts sommets, au-delà de 2100, 2200 mètres de dénivelé positif. Est-ce qu'il ne faudrait pas décaler le Giro peut-être d'une semaine, le mettre une semaine plus tard? Ça pourrait peut-être aider pour les étapes de dernière semaine. On sait que c'était une des idées. Le problème, c'est que si vous décalez le Giro d'une semaine, comment vous faites pour le Dauphiné et pour le Tour de Suisse qui arrive derrière? Là aussi, c'est le gros problème au niveau du programme. Est-ce qu'il faudrait, dans ce cas-là, pas décaler le Tour de France pour qu'il soit un peu plus tard en juillet? Ça, c'est les vraies réflexions qu'on va avoir sur le calendrier 2026. On sait que, par exemple, la Vuelta sera décalée plutôt en septembre. Est-ce qu'on ne peut pas décaler le Tour de France pour qu'il démarre un peu plus tard en juillet? Peut-être voir qu'il termine sur les 2-3 premières journées d'août. Ça pourrait être une idée. Ça, c'est des questions qui peuvent se poser parce que c'est vrai que le Giro aujourd'hui, dès qu'on va en altitude, on a souvent du très mauvais temps et voire parfois des sommets qu'on ne peut pas emprunter. Du côté du Stelvio, mais ça c'est à l'UCI de décider avec les organisateurs également, essayer de travailler main dans la main. On passe à Antonio Foresta, la réalisation. C'est le vrai problème pour moi de ce début de Giro, la réalisation est catastrophique.
C'est-à-dire que sur beaucoup d'étapes, on n'a pas vu ce qui s'est passé. La chute de Tim Merlier, par exemple, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a plein de chutes. La chute de Caruso, en fait, vous voyez à ce moment-là un Bahreïn, mais vous pouvez pas, enfin, à part ceux qui ont des yeux laser, ça aurait été bien d'indiquer que c'était Caruso. Je sais pas, mais il y a un vrai problème en termes de réalisation. Le contre-la-montre, alors déjà que les contre-la-montre en temps normal, c'est mal réalisé, mais alors celui-là était diablement mal réalisé, celui du Giro, avec des temps intermédiaires qui ne s'arrêtaient pas. Le chronomètre ne s'arrêtait pas au temps intermédiaire, donc c'était quasiment impossible de faire des arrêts. En fait, vous n'auriez pas vu l'étape, c'était la même chose. C'est-à-dire seulement avec Pro Cycling Stats, on avait plus d'informations qu'avec les images de l'étape. Ça, c'est un véritable problème pour moi. Et en plus, vraiment, la réalisation n'était pas bonne. On a vu quand même énormément de coureurs dans la zone de départ et pas toujours des coureurs qui étaient intéressants pour le général. Ça, on aurait peut-être pu s'en passer à certains moments de certains coureurs qui discutaient. Pogacar qui discute avec Daniel Felipe Martinez ou avec Geraint Thomas. On n'en a pas grand-chose à secouer quand même en temps normal. Je pense également au sprint remporté par Merlier qui est très mal filmé avec quasiment pas d'images d'hélicoptère sur le replay. Donc ça c'est aussi un énorme problème. Alors, il y a eu vraiment beaucoup d'étapes où c'est mal filmé. Je pense aussi aux écarts qu'on n'avait pas. Notamment je pense avec Luc Plapp quand il est lâché, on ne sait pas où il se trouve. Avec Lutsenko pareil. Il y a plein de coureurs à des moments qui se sont retrouvés distancés, on ne savait plus où ils étaient. C'est-à-dire à partir du moment où ils sont filmés à l'arrière du peloton, après tu n'as plus d'image de ces coureurs-là. Donc ça c'est quand même vraiment très problématique, surtout que on n'a pas eu non plus des étapes où il se passait 10 millions de choses à l'écran, où il y avait notamment des coups de bordure, des grands coups de Trafalgar. Donc je dirais que ce n'étaient pas des étapes qui étaient non plus extrêmement compliquées à filmer. Et pourtant, le nombre de fois on a raté des trucs. Je pense notamment à l'étape avec Julien Alaphilippe, Pelayo Sanchez, Luc Plapp. Le nombre de fois où vous avez Luc Plapp qui accélère et on ne le voit pas à l'écran. C'est quand même un manque de timing qui est assez criant sur cette étape-là. Je trouve qu'on ne voit pas bien non plus quand Pogacar part lors de l'étape numéro 1. On voit très peu Pogacar lors du contre-la-montre aussi. Pour un mec qui pourtant faisait un très bon classement général et était en train de faire une belle performance. Enfin voilà, il y a eu énormément, je trouve, de soucis de réalisation et ça nuit à la compréhension de la course. Et pour moi, le réalisateur, il a l'obligation de rendre la course compréhensible. Donc si on ne comprend pas ce qui se passe à l'écran, là pour moi, il y a un véritable problème. On regarde tout de suite le bilan des Bleus de cette première semaine. Ben, il est pas mal ce bilan des Bleus avec déjà une victoire d'étape pour Benjamin Thomas du côté de la Cofidis. Ça c'était vraiment une très très belle journée. L'étape remportée par Benjamin Thomas, Julien Alaphilippe qui fait deuxième également de l'étape d'Estrade Bianche derrière Pelayo Sanchez, partons. Ça c'était également très intéressant. Et Wayne Kostju qu'on a vu pas mal de fois attaquer. Ça c'est très bien. Il y a quand même des déceptions du côté de ce bilan des Bleus, du côté des équipes françaises. Pour moi, c'est la Groupama FDJ parce que Laurens Pitty n'a pas été exceptionnel. On peut quand même se poser des questions du côté de Laurens Pitty. Assez mal emmené, il faut le dire souvent dans le final. Pas vraiment de poisson pilote pour l'aider. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu problématique. Et puis, du côté de Laurens Pitty, donc une équipe qui a peut-être pas été suffisamment bonne avec lui, je voudrais quand même dire qu'il était en forme dès le mois de février, dès fin février, il était en forme, Laurens Pitty. Je rappelle des Kuurne, Bruxelles-Kuurne. Bruxelles-Kuurne, ça devait être le 26-27 février. Il était déjà très fort à ce moment-là. Il a fait toute la campagne des classiques flandriennes. Il enchaîne désormais avec un Giro. Ça commence peut-être à faire un petit peu beaucoup pour un jeune coureur et peut-être qu'il se retrouve sur ce Tour d'Italie un petit peu sur les rotules qu'on n'a peut-être pas bien géré Laurens Pitty. Mais quand vous n'avez pas de solution de secours, c'est vrai que c'était peut-être plutôt Paul Penouet qui était prévu sur ce Giro, sauf que le coureur français avec sa blessure qui vient seulement de reprendre, Paul Penouet, il reste encore Geoffrey Bouchard, Victor Lafay, Taco van der Horn aussi qui n'ont pas repris. Et Nelson Poles aussi qui n'a pas repris
du côté des coureurs professionnels. Mais ouais, du côté de la Groupama FDJ, pour l'instant, on a été assez transparent sur ce Tour d'Italie. Donc ça serait bien peut-être de rectifier le coup de tir. Un autre coureur qui a été en difficulté également, c'est Christophe Laporte. Abandon de Christophe Laporte, le champion d'Europe. Il y a un petit peu la malédiction du maillot de champion Christophe Laporte, parce que c'est vrai que depuis qu'il a remporté ce titre de champion d'Europe, il est quand même très très transparent. Alors la grippe intestinale, là il a eu une chute. C'est vrai que ça fait beaucoup avec une Visma Leasebike, on a tendance à beaucoup tomber cette saison dans cette formation. Mais lui qui était sur 2 années extrêmement bonnes du côté de la Visma Leasebike, sur les 2 années précédentes, et bien là c'est beaucoup plus compliqué en 2023. Désormais il va se concentrer sur le Tour de France, où il aura un rôle d'équipier. Ça sera bien pour le coureur français de réussir à retrouver des bonnes jambes, du côté de la France, et surtout à éviter les problèmes. Mais souvent, quand on a une saison comme ça qui est émaillée par les soucis physiques, par les chutes, souvent on a du mal à retrouver le fil de sa saison. Je pense notamment à Julien Alaphilippe il y a 2 ans, qui avait enchaîné les chutes, qui avait enchaîné les problèmes. Il avait été en difficulté très souvent sur l'année 2022. Il avait eu peu de jours véritablement où il était très content de ses performances. Du côté donc de Julien Alaphilippe, plutôt pas mal, avec une étape. Adrien Petit également est tombé, a abandonné du côté, enfin non, il était malade du côté d'Intermarché, là aussi du côté d'Adrien Petit, une équipe Intermarché qui a quand même été en difficulté avec l'abandon de Binyam Girmay. Là aussi on peut être un petit peu déçu du coureur français qui enchaîne un petit peu les résultats moyens depuis maintenant 2 saisons, Adrien Petit, où c'est rarement exceptionnel. Donc là aussi, c'est un petit peu dommageable de ce côté-là. Par contre, la bonne nouvelle de cette première semaine de course, c'est la course de la Décathlon AG2R, déjà avec Alex Baudin, qui a porté le maillot blanc et qui est toujours bien placé dans le classement des meilleurs jeunes et du côté du classement général premier français, mais également Ben O'Connor du côté de l'équipe de française qui est 4e du général, malgré le temps qu'il a perdu lors de l'étape numéro 2 à essayer de suivre Tadej Pogačar, où il avait un petit peu explosé ce jour-là. C'est plutôt pas mal pour le moment ce que réalise Ben O'Connor, donc on va voir comment ça va se poursuivre dans cette 2e semaine pour le coureur australien de l'équipe française. On a vu également du bon Valentin Paré-Peintre lors de l'étape numéro 8. Et puis la déception également pour finir du côté du classement général pour le moment avec Romain Bardet. Des premiers jours, il a été en difficulté, un petit peu malade au niveau du ventre. Par contre, un bon contre-la-montre lors de l'étape numéro 7 où il fait une performance où il ne perd que 2 minutes 50 sur Pogačar et une cinquantaine de secondes sur Geraint Thomas. Donc ça, c'était totalement intéressant de la part du Français. Mais une étape 8 où il tente de prendre l'échappée, ce qui n'a pas vraiment marché pour lui, et ce qui fait qu'il a reperdu du temps. Il se retrouve quand même quasiment à 8 minutes au général 16e. Ça commence à faire beaucoup pour Romain Bardet. Par contre, il y a toujours la possibilité d'aller chercher une victoire d'étape pour le coureur français. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On passe tout de suite au classement général. Bilan de cette première semaine, le classement général. Et on commence avec Pogačar, intouchable sur cette première semaine. Oui, si on devait retenir un élément de cette première semaine, c'est un Pogačar intouchable parce que déjà, une jambe au-dessus de tout le monde, il faut bien le dire. Sur les 2 arrivées au sommet, comme je le disais, c'était le maître du temps, c'est-à-dire qu'il maîtrisait absolument tout. Il pouvait faire un petit peu ce qu'il voulait sur ces 2 étapes-là. Intouchable pour le moment aussi, parce que, il faut bien le dire, Maïka est très très bon sur ce Giro, Großschartner aussi. Et puis vous avez Langen, vous avez Berg qui font un gros travail sur le plat. La question est de savoir est-ce que ça tiendra pendant encore 2 semaines, pendant encore 10 étapes. Ça, c'est la grande question autour de Pogačar, parce que c'est vrai que dans son équipe,
Il y a également Molano, Rui, Oliveira. Est-ce que tous ces hommes-là arriveront à s'en sortir? Mais pour le moment, ce qu'il arrive à faire, c'est du grand art. Il est au-dessus. Il est au-dessus. Sur le chrono, il met une peignée à tout le monde. Sur les étapes de montagne, c'est le cas aussi. Il n'a pas encore tué le match parce qu'on est qu'en deuxième semaine. S'il avait cet écart-là de 3-4 minutes en fin de deuxième semaine, où je dirais que ça commence à être très compliqué pour aller le chercher. Là, il y a encore des étapes. Demain, on ne sait jamais, il pourrait peut-être avoir du mal à repartir après une journée de repos. Il y a encore le contre-la-montre sur le plat, où là, je pense qu'il aura peut-être plus de mal à faire des gros écarts par rapport au premier chrono qui correspondait vraiment à ses qualités. Mais oui, pour le moment, Tadej Pogačar, il est au-dessus, il fait le spectacle aussi, parce que ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé encore dans ma vidéo, c'est qu'on a quand même pas mal de spectacles pour le moment, notamment avec les échappées qui vont au bout, mais voilà, on a du spectacle, on s'amuse en regardant ce Giro. Mais Pogačar, oui, il est intouchable quand on regarde bien. Par contre, derrière Pogačar, eh bien, on se dit que c'est encore assez ouvert. Après une semaine de course, après 10 jours, parce que déjà Geraint Thomas semble pas impérial, Daniel Felipe Martinez, ça fait depuis longtemps qu'il ne s'est pas retrouvé dans cette situation-là, on ne sait pas si ça va tenir 3 semaines aussi. Autant si ça avait été Vlasov, on aurait peut-être eu un peu plus d'assurance que si c'était Daniel Felipe Martinez. Derrière, du côté de ce classement général, si on regarde bien, eh bien vous avez Ben O'Connor. Bon, là on sait que ça tient 3 semaines, mais pour le moment Ben O'Connor n'est pas en mesure d'aller chercher un Pogačar, mais on sait que ça tient 3 semaines. Heutebrooks, Tiberi, ça reste des jeunes coureurs. Tiberi a pas d'expérience, très peu d'expérience au niveau des courses de 3 semaines. Heutebrooks a déjà fait une Vuelta, certes. Déjà une Vuelta, c'est pas un Giro en termes de difficulté, c'est un petit peu moins fort. Et ensuite, malgré tout, n'a qu'une seule expérience sur un grand tour. Donc c'est-à-dire qu'il peut y avoir des surprises. Parfois, le corps réagit bien à un premier grand tour et puis il réagit moyen bien à un deuxième grand tour. Donc ça, c'est une grande question. Question également avec Fortunato. Parce que Fortunato, il risque de perdre encore du temps sur le contre-la-montre, mais après, ça peut peut-être encore faire le match pour le podium. Parce que entre un Geraint Thomas pour le moment et un Lorenzo, Fortunato, même un Einer Rubio, c'est encore extrêmement serré. Tout ça se tient dans un mouchoir, on va dire. Ouais, non, le top 10 est loin d'être fait, ça c'est clair et net. Mais même le podium, il y a encore match, parce que 3 minutes, c'est rien. 3 minutes, vous pouvez avoir des grosses surprises du côté du classement général. Donc il faudra faire très très attention pour un Geraint Thomas, pour un Daniel Felipe Martinez. Surtout qu'entre Geraint Thomas par exemple et un Ben O'Connor, eh bien, vous avez 41 secondes de retard. Donc c'est vraiment pas grand chose. Du côté du classement du meilleur jeune, alors là c'est encore mieux. Avec un Ken Heutebrooks qui certes pour le moment est devant. Luc Plapp a disparu. Mais derrière, il y a encore du gros match. Et puis, le maillot blanc, le problème de Heutebrooks, c'est qu'il est seul. Il n'y a que Attila Walter qui ne semble pas exceptionnel. En dehors d'Attila Walter, on a misé plutôt sur Lafcoy. Donc, il a pu Robert Resink, qui aurait été d'une grande aide. Il y a un peu Yann Tratnik, mais bon, ça ne sera pas suffisant. Donc, c'est vrai que pour Antonio Tiberi, qui est lui a l'avantage d'avoir un Damiano Caruso avec lui, Tiberi il a cet avantage-là par rapport à Heutebrooks, parce que Heutebrooks se retrouve un peu seul. Il n'est pas du tout dans la même situation qu'à l'époque de la Bora, où certes il y avait Vlasov, mais où le collectif autour de Vlasov et de Heutebrooks à la Bora sur la Volta était costaud. Là, c'est vrai que le collectif est un petit peu plus faible. Donc ça, c'est la force de Tiberi. Arensman, certes, doit travailler pour Geraint Thomas, mais imaginons Geraint Thomas s'écroule en deuxième semaine. Arensman aurait alors un beau collectif autour de lui, et ça pourrait être la bonne opération. Et puis la surprise, Alex Baudin, parce que on s'attendait pas à le voir à ce niveau-là, donc on ne sait pas ce que ça va donner, Alex Baudin. Ça, c'est une grande question. Comme Zana. Zana, on sait que ça tient 3 semaines. Alors certes, il y a un petit écart au niveau du général, du côté de Filippo Zana, mais bon,
3 minutes 10, c'est rien. Une échappée, ça peut le reprendre. Un jour moins pour Hülkenberg et Tiberi et il est de retour dans le match. Donc c'est vrai qu'il y a une grande question également du côté de Filippo Zana. Piganzoli aussi. Piganzoli, on sait que c'est un pur grimpeur. La question, ce sont les 3 semaines. Zana, on sait que 3 semaines, il tient. L'année dernière, il avait été très bon en 3e semaine, en fin de course. Donc ça peut être vraiment peut-être l'homme de la Jaiqualula. On pensait que ça aurait été Dunbar au départ. Dunbar s'est écroulé. Ça pourrait être la bonne performance de Zana. Parmi les déceptions de cette première semaine, bien entendu, on a Lutsenko, parce que c'est vrai qu'il était bien parti, Lutsenko. Et puis il est tombé malade. Donc ça, c'est dommage du côté du Kazakh, parce qu'il semblait plutôt pas trop mal, surtout pour aider son coéquipier Fortunato. On pourrait dire Lipovic. Moi, j'aurais bien aimé voir ce que ça donnait. Lipovic sur 3 semaines, bon, il a abandonné assez vite. Il a abandonné en plus avant le contre-la-montre. Moi, j'aurais bien aimé voir ce que ça donnait sur le contre-la-montre de 50 km. Parce que c'était un effort qui était allé de 50 minutes. Mais c'est le type d'effort où en biathlon, c'est ce qu'on fait à l'entraînement en biathlon. Donc c'est le genre de performance où je pense qu'il aurait été pas mal. La EF, où on a tous les leaders qui ont complètement disparu. Bon, Woods, on ne l'attendait pas vraiment du côté du général. Dunbar, c'est sûr que l'année a été compliquée pour Eddie Dunbar. Avec encore une chute, c'est pas simple. Et puis les 2 belles surprises également du classement général, c'est Pozzovivo et Trentin. Pozzovivo toujours 15e à 41 ans. Et puis, pas Trentin, Storer du côté du classement général qui fait également un bon début de course. Donc là aussi, on va voir ce que ça va donner du côté de l'Australien de la Tudor. On passe tout de suite aux sprinters. On termine avec les sprinters. Pour le moment, pas mal de suspense. Alors certes, Jonathan Milan a pris un petit avantage pour le maillot cyclamen, mais il n'est pas au-dessus du lot, Jonathan Milan. Pour le moment, c'est le sprinter le plus régulier. Il a aussi un bon train, Jonathan Milan, avec la Lidl Trek, qui fait pour le moment du bon boulot autour de lui. Et en même temps, on l'avait dit, c'était le coureur qui était peut-être le mieux entouré, parce qu'à part Juan Pedro Lopez, tout le reste de l'équipe était au service pour moi de Milan, et voire même Juan Pedro Lopez pouvait faire du travail pour Jonathan Milan. Mais on a du suspense parce que déjà, par exemple, l'étape de Benjamin Thomas, que remporte Benjamin Thomas, c'est une étape qui aurait dû revenir au sprinter, donc ça a fait un sprint de moins, et que en termes de victoire, pour le moment, chacun des leaders, on s'est partagé les victoires. Olaf Koy 1, Milan 1, Merlier 1. Donc ça, c'est quand même intéressant à voir. Pour le moment, il n'a pas 100 points d'avance, que ça soit sur Milan. Enfin, Milan, il n'a pas 100 points d'avance, que ça soit sur Merlier, que ça soit également sur Olaf Koy. Donc il peut encore se passer beaucoup de choses. Il y aura encore des opportunités pour les sprinters. Je pense mercredi, par exemple, qui est une belle opportunité, une étape qui est très plate. Samedi aussi, je crois que c'est très plat du côté du Giro. Donc il y aura encore au moins 2 opportunités, voire 3. Donc on va voir maintenant ce que ça va donner. Mais il y a du suspense dans ce match du maillot cyclamen. Rien n'est fait. Et puis avec ce classement de l'Inter Giro, ça change la donne du côté du maillot cyclamen, parce qu'on voit que des coureurs échappés ou des coureurs comme Caden Groves qui n'ont pas été très performants pour le moment sur les sprints, mais qui arrivent, qui a pris seulement une 2e place, il n'y a pas eu de victoire du côté de Caden Groves, mais qui arrivent à prendre des points régulièrement à tous les Inter Giro, sont encore dans le match également pour le classement du maillot cyclamen. Donc du côté de Milan, ça ne va pas être si facile que ça. Il faudra faire attention également à quelques baroudeurs qui pourraient jouer aussi avec les sprints intermédiaires, avec les Inter Giro. Donc il y a encore un beau suspense du côté des sprinters. On peut noter parmi les déceptions, bien entendu, l'abandon de Binyam Girmay avec Adrien Petit. Ça, c'est vrai qu'il a été très peu présent sur cette épreuve. Il a abandonné très vite, sans avoir vraiment pu jouer sa carte. Laurens Pitti, pour le moment, qui n'est pas véritablement dans le coup, là aussi, pour les différents sprints. Bon, bien entendu, Jacobsen et Andresen, parce que
Le souci, c'est comme la DSM a misé sur Jakobsen et n'a pas misé sur Andresen, eh bien, Andresen aurait peut-être pu avoir des points pour le top 10 du maillot cyclamen, mais comme il y a des sprints qui ont été réservés à Jakobsen, eh bien, ils s'en sortent pas. Et Jakobsen n'a pas été exceptionnel. Caleb Ewan, qui pour le moment traverse ce Giro de manière assez fantomatique du côté du coureur australien. Bon, Van Poppel, moi je m'attendais pas à grand chose et c'est peut-être une déception pour certains. C'est vrai que Mamayente Biermans, ce qu'on avait bien vu sur l'étape numéro 3, eh bien, était un petit peu plus transparent depuis, comme Ballerini qu'on a vu sur un sprint du côté de l'étape d'Andorra, mais qui en dehors de ce sprint là a aussi été un petit peu transparent. Ethan Vermeulen, là aussi du côté du coureur britannique, que ça soit Vermeulen ou Hofstetter du côté d'Israël, pour l'instant c'est pas fantastique. Mais voilà, vous regardez le classement pour le moment, il y a encore 4 coureurs qui peuvent vraiment pour moi jouer ce maillot cyclamen. Milan, sans Grove, Coy, Merlier, tout ça, ça se tient en 74 points. Donc il peut y avoir encore des belles remontées dans les différents classements. Donc il faudra voir ce que ça va donner. Mais ouais, Molano aussi, pour l'instant, une seule 3e place. Peut-être un petit peu transparent. Michels, c'est compliqué, c'est pas lui qui devait faire les sprints. Gaviria aussi, transparent. Le coureur colombien. Donc il y a pas mal de coureurs qui sont passés à côté. Mais on a encore un match avec 4 coureurs qui sont très proches et qui semblent au-dessus du lot. Mais pour l'instant, certes, Milan est régulier, mais n'a pas pris un avantage décisif pour le moment, pour le classement général du maillot cyclamen. Et on peut noter sur cette première semaine du Giro beaucoup de spectacles dans les étapes, avec beaucoup de suspense dans le final des étapes. Que ça soit sur les étapes de sprint, on a eu beaucoup de suspense. L'étape également de Strade Bianche où ça s'est pas joué à tant de choses que ça, donc ça c'est très sympa. Et puis on peut noter aussi quand même 3 échappés, 2 échappés qui sont allés au bout avec Alaphilippe, Pelayo Sanchez, Luc Plapp et Benjamin Thomas et Valgren. Pas oublier également la première étape où il y a eu quand même une attaque dans le final. Donc on a souvent des fins de journée très animées et ça c'est vraiment super bien. On passe aux différents classements. On passe au classement et fin de première semaine, ça permet également de faire un point sur ces fameux classements annexes du côté du Giro, les prix des Sprint Volante, de l'Inter Giro également, le prix de la Fuga. On est directement sur le site du Giro parce qu'il n'y a que sur le site du Giro on peut trouver ces différents classements. Le classement des sprints intermédiaires, je rappelle que le classement des sprints intermédiaires prend en compte à la fois les sprints intermédiaires, donc les premiers sprints, également les sprints de bonification. Et à ce petit jeu-là, c'est Filippo Fiorelli qui est en tête avec 26 points, 1 point d'avance sur Andrea Pietrobon. On retrouve ensuite Caden Groves à 22 points, Stéphane Debonne à 16 points et Francisco Munoz. Julien Alaphilippe est dans ce classement à la 7e place, donc derrière Jonathan Milan pour le moment. Vous avez le classement de l'Inter Giro. Du côté de l'Inter Giro, eh bien c'est Caden Groves qui est en tête avec 27 points, c'est-à-dire 2 points d'avance sur Andrea Pietrobon. Fiorelli à 22 points, Calme-Jeanne lui à 20 points devant Jonathan Milan. Et on retrouve Tim Merlier, Luc Plapp, Francesco Munoz et Romain Bardet dans ce classement. Et puis vous avez le dernier classement qui est le classement des échappés, le prix de la Fuga avec également ce fameux système de points. Et pour le moment c'est Andrea Pietrobon qui est en tête avec 332 points. Ce qui veut dire qu'il a quasiment 100 points d'avance sur Lilian Calme-Jeanne, 90 points d'avance sur Calme-Jeanne. Fiorelli à 210 points, Maestri 186 points et vous avez Francisco Munoz qui est juste derrière le coureur espagnol également de la Polti Cometa. Julien Alaphilippe lui a 121 points pour le moment dans ce classement du prix de la Fuga.
on regarde tout de suite le classement général de ce Giro. On regarde pour finir cette vidéo le classement, les différents classements et voir un petit peu là où on peut encore avoir des bagarres sur cette semaine de compétition. On voit donc du côté du classement général Tadej Pogačar à 2 minutes 40 d'avance sur Daniel Felipe Martinez. Geraint Thomas est à 2 minutes 58, 3 minutes 39 pour Ben O'Connor. Uijtdebroek est à 4 minutes. 4,23 pour Antonio Tiberi, 5 minutes 15 pour Fortunato, Iner Rubio est à 5 minutes 28. On s'aperçoit quand même dans ce classement qu'en moins de 3 minutes, vous allez de la deuxième quasiment à la 10e place. Donc c'est encore assez serré du côté de ce match-là, parce qu'en 3 minutes, un Rubio par exemple peut toujours monter sur le podium du Giro, même si c'est vrai que dans cette deuxième semaine, il y a encore un contre-la-montre qui sera là un vrai contre-la-montre de spécialistes. Storer est 11e, Bodin 12e dans ce classement. Premier français, Alex Bodin, avec 6 minutes 34 de retard pour le moment pour face à Pogačar. Zana et Romain Bardet, donc, qui est quasiment à 8 minutes, Romain Bardet de Pogačar, donc ce qui fait quasiment 5 aussi de Daniel Felipe Martinez, plus de 5 même de Daniel Felipe Martinez, et quasiment à 5 minutes de podium avec Geraint Thomas. Donc il va falloir, ça va pas être évident pour Romain Bardet pour réaliser un top 5. Et Pozzovivo toujours là, à 41 ans, 15e du général devant Piganzoli, Juan Pedro Lopez qui a perdu du temps, et Esteban Chavez. Voilà du côté de ce classement. Donc on voit qu'il y a encore pas mal de bagarres, pas mal de coureurs aussi. On ne sait pas s'ils vont tenir sur 3 semaines. Je pense à Jan Hirt, je pense à Fortunato, où on peut avoir des interrogations. Fortunato, il va y avoir le chrono aussi, où il va perdre du temps. Les gens ont plutôt l'air bonnes du côté de Fortunato. Jan Hirt, la question est de savoir si ça tiendra 3 semaines. Et puis, les questions également chez les jeunes coureurs, à Uijtdebroek, Tiberi, est-ce qu'il n'y aura pas une journée où ils seront moins bien pendant la course? Donc il peut encore se passer pas mal de choses. Du côté du classement du maillot cyclamen, eh bien vous voyez que Jonathan Milan est en tête avec 174 points, c'est-à-dire 58 points d'avance sur Caden Groves, ce qui est fait beaucoup déjà. Olaf Koy est 3e et Tim Merlier est 4e. On voit la régularité encore une fois de Jonathan Milan comme l'année dernière. C'était cette régularité qui lui avait permis de remporter le maillot cyclamen. Certes, il n'avait remporté qu'une seule étape, mais sur les 3 semaines de course, il avait fait énormément de top 5 et surtout de 2e place derrière un Dainese par exemple en 3e semaine. Donc il faudra faire attention à Jonathan Milan. Surtout qu'il y a certains sprinters qui vont peut-être être en difficulté ou se retrouver hors course. Donc ça, il faudra le prendre en compte. Andrea Pietrobon est 5e, Pogačar 6, Benjamin Thomas 7, du côté des différents classements. Du côté du maillot de la montagne, Tadej Pogačar est en tête avec 104 points devant Daniel Felipe Martinez. Simon Geschke, Calme Jeanne est également présent, et Geraint Thomas. Du côté du maillot blanc, vous avez Kian Uijtdebroek, Tiberi, Arensman, Alex Bodin, Filippo Zana. On voit quand même que dans ce classement du meilleur jeune, les 5 premiers se tiennent en 3 minutes. Donc c'est encore extrêmement serré. Et on voit qu'un Piganzoli, par exemple, est à 5,27. Donc avec une échappée, ça pourrait peut-être le faire. Dommage Steinhauser qu'il ait perdu un petit peu de temps, parce que désormais il est à 16 minutes 27, ce qui commence à faire loin. Et puis pour le classement par équipe, eh bien c'est la Decathlon qui est en tête toujours avec une 20 d'avance sur Ineos. 16 minutes sur Astana qui est étonnant, 9 minutes sur Astana qui est étonnant 3e de ce classement. Puis on retrouve ensuite Bora, UAE et pas mal les équipes qui sont mal classées. La Groupama, Intermarché qui avait plutôt misé sur des sprints, et la Israël qui a été assez discrète quand même sur ce début d'épreuve. C'est vrai qu'on les a assez peu vus. Et la Bardiani, belle opération également, 7e de ce classement par équipe. Donc beau collectif du côté de l'équipe de Pozzovivo, également de Giulio Pellizzari. Nous, on se retrouve demain matin 7h pour faire la présentation de l'étape numéro 10. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao sur la Mérec Production.